de l'actualité ce lundi, la deuxième réunion du Conseil conjoint des chefs coutumiers et des anciens du Libéria et de la Côte d'Ivoire. Rencontre sur fond de renforcement de la sécurité à la frontière ivoiro-libérienne, le retour des Ivoiriens réfugiés au Libéria. Bamako et Cotonou solidaires de Ouagadougou au lendemain de l'attaque du Splendide Hôtel. 48 heures après les attentats dans la capitale burkinabé, le président béninois et le premier ministre malien sont allés porter le soutien de leur pays au Faso. Modibo Keïta et Yahi Boni invitent à une mutualisation des efforts contre le terrorisme. Ce matin, le Premier ministre a donné le top départ des travaux de sauvegarde et valorisation de la baie de Cocody. Un budget important pour ce projet futuriste. Plusieurs milliards de francs CFA. L'ouvrage à terme fera d'Abidjan une capitale moderne et modèle. Et puis, dans l'actualité sanitaire, ce probable ressurgissement d'Ebola. Une centaine de personnes sont en quarantaine en Sierra Leone à la suite du décès mardi dernier dans le pays d'une jeune femme qui a succombé de la fièvre hémorragique Ebola. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Tout d'abord, ce communiqué de la présidence de la République. La République de Côte d'Ivoire a reçu d'Interpol Côte d'Ivoire un mandat d'arrêt international transmis par Interpol Burkina Faso à l'encontre de M. Guillaume Kikbafori Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. La présidence de la République de Côte d'Ivoire s'étonne que ce document, qui vise le président de la deuxième institution de la République de Côte d'Ivoire, ait été au mépris des règles et des us et coutumes en la matière, au regard des liens séculaires d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux pays et nos deux peuples. La République de Côte d'Ivoire tient à réaffirmer sa ferme volonté de régler cette question par la voie diplomatique dans le respect des accords qui nous lient, afin d'éviter tout différend entre nos deux États, fait à Abidjan le lundi 18 janvier 2016. Après ce communiqué des images, celle du président de la République qui a regagné la capitale économique ce soir. Alassane Ouattara a quitté l'aéroport de Mans cet après-midi de retour de Guiglo dans l'ouest du pays. Le président de la République qui a présidé ce matin avec son homologue libérienne la deuxième réunion du Conseil conjoint des chefs coutumiers et des anciens du Libéria et de la Côte d'Ivoire. Rencontre sur fond de renforcement de la sécurité à la frontière ivoiro-libérienne et le retour des Ivoiriens réfugiés au Libéria. Après quelques heures de vol, le chef de l'État est donc de retour ici à Abidjan. Avant de revenir sur les temps forts de cette rencontre, nos équipes sur place à Guiglo nous relatent l'ambiance dans la ville à l'arrivée des présidents Ouattara et Sirleaf, le compte-rendu d'Abiba Dambélé Sawé. Guiglo a réservé un accueil triomphal au président Alassane Ouattara et Ellen Johnson Sirleaf à leur arrivée en fin de matinée de ce lundi 18 septembre 2016. Et comme il est de tradition, les honneurs militaires leur ont été rendus à l'Arc de Triomphe où les attendait tout ce qui compte en termes de personnalité dans les régions du Guémon, du Cavali et du Tonkpi. Élus et cadres, autorités politiques et administratives. Les deux chefs d'État qui ont permis à leur pays, la Côte d'Ivoire et le Libéria, de retrouver la stabilité après de graves crises. Les populations de Guiglo, Taï, Bloléquin et tout le Pleu sont sorties pour dire Awadao. Bienvenue au président Ellen Johnson Sirleaf et Alassane Ouattara. Deux présidents qui mettent un point d'honneur au rétablissement de la sécurité dans leurs États en luttant contre la criminalité transfrontalière et les velléités de déstabilisation. Les présidents Alassane Ouattara et Ellen Johnson Sirleaf ont pour cela mis en place un cadre quadripartite qui a également abouti à de grandes rencontres, comme ce deuxième conseil conjoint des chefs traditionnels et de communautés de Côte d'Ivoire et du Libéria. Toutes ces initiatives ont permis le retour de milliers de réfugiés dans leur pays. Les populations du Tonkpi, du Guémon et du Cavali, à travers cet accueil chaleureux, ont voulu dire merci au président Alassane Ouattara et à la présidente Ellen Johnson Sirleaf pour avoir apporté la paix, la cohésion et la sécurité dans leur pays, gage d'un développement durable. Le président Ouattara et la présidente Sirleaf présidaient la deuxième réunion du Conseil conjoint des chefs coutumiers des anciens du Libéria et de la Côte d'Ivoire, rencontre qui a permis d'aborder plusieurs sujets importants, le renforcement de la sécurité à la frontière ivoiro-libérienne,
le rapprochement entre les peuples, la prudence face à Ebola et aussi le retour des Ivoiriens réfugiés au Libéria, le point de la cérémonie officielle dans ce récit de Jérôme Kofi Abolé. Une réunion coprésidée par les présidents ivoiriens et libériens, leurs excellences, M. Alassane Ouattara et Mme Ellen Johnson Sirleaf. La deuxième réunion du genre, 3 ans après celle tenue à Zouédrou, au Libéria. Le Conseil conjoint des chefs coutumiers et des anciens se veut une plateforme de coopération, notamment sur la question sécuritaire, par le renforcement du dialogue entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Dans son allocution de bienvenue, le maire de Guiglo a exprimé la joie des populations pour l'honneur qu'elles ont eu d'accueillir cette rencontre. Même son de cloche pour le porte-parole ivoirien des chefs coutumiers et des anciens, Victor Koulaï, qui, à l'instar de celui du Libéria, a dit prendre l'engagement à tout mettre en œuvre pour la paix, la stabilité et la cohésion dans la zone frontalière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. À l'issue des travaux des 7, 17 et 18 janvier 2016, le communiqué conjoint produit a fait l'objet de signatures entre les parties ivoiriennes et libériennes. Cela après que le ministre ivoirien des Affaires étrangères a procédé à la lecture du texte. Les deux chefs d'État se sont félicités de la tenue de la deuxième réunion du Conseil conjoint des chefs coutumiers et des anciens CCCA de la zone frontalière du Libéria et de la Côte d'Ivoire, ayant permis aux participants d'échanger sur les problèmes des réfugiés, de sécurité, de réconciliation, de cohésion sociale et de paix dans la zone. Les deux chefs d'État ont exprimé leur satisfaction pour les progrès enregistrés depuis la première rencontre tenue à Zouédrou du 17 au 19 octobre 2013, notamment l'amélioration significative de la situation sécuritaire générale dans cette zone qui a favorisé le retour des réfugiés ivoiriens. Ils ont par conséquent encouragé les autorités compétentes des deux pays à poursuivre leurs efforts en vue du retour des derniers réfugiés ivoiriens encore présents sur le sol libérien. Les responsables des missions onusiennes en Côte d'Ivoire et au Libéria ont tour à tour salué les recommandations, pour la plupart liées à la paix, au retour des réfugiés ivoiriens du Libéria et à la réconciliation. Tout comme la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est félicité de la tenue de cette rencontre. Pour lui, le Conseil conjoint des chefs coutumiers et des anciens pour les communautés ivoiriennes et libériennes est ni plus ni moins un instrument destiné au renforcement des liens entre les deux pays. Je me félicite de la rencontre de ce jour entre les chefs traditionnels et les représentants des communautés de notre zone frontalière, parce qu'elle nous permet de prime abord de célébrer la fraternité retrouvée entre nos deux peuples, unis par une histoire et bien sûr une culture commune. Elle nous offre également l'opportunité en tant que dirigeants politiques de renforcer les liens de coopération qui unissent la Côte d'Ivoire et le Libéria en vue de garantir une paix et une stabilité durable, gage d'un développement harmonieux pour le bien-être de nos populations. Je voudrais donc saluer l'institution de ce cadre privilégié d'échange et de dialogue continu qui nous a permis progressivement de retrouver et de consolider la paix et la sécurité dans nos deux pays. Et la paix est aujourd'hui une réalité tangible grâce aux efforts déployés au plus haut niveau à votre initiative, au renforcement de la coopération entre nos autorités, notamment nos ministres de l'Intérieur et de la Sécurité, et bien évidemment à tous les niveaux, aussi bien civils que militaires, de faire en sorte que nous ayons la sécurité tout le long de la frontière. Et je remercie en cela le soutien de nos partenaires. Je voudrais ici saluer l'assistance inestimable des deux opérations des Nations Unies, l'ONUCI en Côte d'Ivoire et la MINUL au Libéria, qui nous appuient sans réserve dans les efforts de stabilisation de la situation sécuritaire et de reconstruction, mais également dans le domaine de la consolidation de la paix et de la réconciliation.
Autre temps fort de la rencontre de Guiglo, la remise symbolique des kits d'accompagnement aux réfugiés ivoiriens de retour en Côte d'Ivoire par les présidents ivoiriens et libériens, ainsi que des échanges de dons. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a reçu des boubous et un bœuf également, plus d'épargne pour la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf. Le chef de l'État ivoirien a offert à son tour une somme de 30 millions de francs CFA, 10 millions pour la délégation venue du Libéria, 10 millions pour la délégation ivoirienne et enfin 10 millions pour l'administration à Guiglo. Suite à cette rencontre, nos équipes ont recueilli quelques réactions. Le président de la République, Alassane Ouattara Ouedraogo, est sorti de la salle et allé directement dans la foule des réfugiés pour dire à leurs frères et sœurs, je suis venu pour faire une réunion à l'intérieur, mais je suis venu pour vous. Venez avec moi, allons dans notre pays. D'octobre 2013 à décembre 2015, nous avons eu une ruée de plus de 15 000 de nos frères qui sont venus. Depuis qu'on a rouvert, on a créé des corridors humanitaires pour faire rentrer nos parents. De fin décembre à maintenant, nous sommes à 22 000. C'est dire que le peuple ivoirien, qui est un peuple travailleur, qui est un peuple de paix, a compris le message, mais surtout, il veut revenir pour prendre sa place pour la paix et le développement de notre pays. On behalf of the Labilo delegation, we the chief, nous, les chefs du Libéria, nous remercions nos pères de la Côte d'Ivoire. C'est un devoir pour nous, un devoir citoyen pour nous, de faire en sorte que lorsque nous voyons une anomalie dans nos frontières, dans nos communautés, que nous le signalons à nos gouvernants afin qu'utilisant ces informations crédibles, ils puissent assurer notre sécurité et notre développement. C'est une joie pour nous de participer à cette rencontre qui marque le début d'une réconciliation entre les deux peuples de Côte d'Ivoire et du Libéria. C'est une bonne rencontre et que nous souhaitons que cela se poursuive dans l'intérêt général de tous les deux peuples en vue de la réconciliation pour amorcer le développement des deux régions. Avec l'arrivée des deux chefs, la présidente du Libéria et le président de la Côte d'Ivoire, c'est une journée qui nous rassure que vraiment la paix est revenue totalement en Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, je remercie le président Alassane qui a toujours travaillé pour la Côte d'Ivoire et qui a pensé aussi à la chefferie traditionnelle de la Côte d'Ivoire. On est vraiment heureux. Avant, en 2010, vraiment, on a eu des problèmes. On a eu des problèmes. On ne peut pas s'en sortir. Maintenant, aujourd'hui, on est heureux. On a la joie. Merci. Mon âme est dans la joie. Et je crois que tous les participants sont dans la joie parce que vraiment nous sommes comblés. Nous avons tous senti que nous avons besoin, n'est-ce pas, de cette paix-là. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de cette cohésion sociale-là pour que vraiment il y ait une réunification entre les pays frontaliers et nous. Bon, en tant que femmes, nous entendons nos enfants qui sont encore au Libéria, qui résistent encore au Libéria, qui refusent de rentrer. Nous leur demandons pardon de revenir parce qu'il y a la sécurité. Je vous l'annonçais en titre, Bamako, solidaire de Ouagadougou au lendemain de l'attaque du Splendide Hôtel. 48 heures après les attentats dans la capitale burkinabé, le Premier ministre malien est allé porter le soutien de son pays au Faso. Modibo Keïta invite à une mutualisation des efforts contre le terrorisme, idée que soutient le président Yahi Boni du Bénin, qui est arrivé à Ouagadougou pour également apporter son soutien aux autorités du Faso. Le point avec Christelle Menant. On a retrouvé leurs traces. C'est là qu'ils ont été abattus, au pied du bar. Le Premier ministre malien et son homologue burkinabé hier dimanche sur les lieux de l'attaque du Splendide Hôtel à Ouagadougou. On a 32 corps, oui, dont les trois djihadistes. Voilà. Le Mali a été touché il y a peu par une attaque terroriste. La présence de Modibo Keïta sur les lieux du drame, un signe de compassion et une volonté de lutter ensemble contre le terrorisme djihadiste dans la région. Il faudrait donc une coopération transfrontalière, non seulement entre les autorités administratives, mais entre nos forces de défense et de sécurité. Défendre l'idée selon laquelle il faut avoir un groupe d'intervention rapide au niveau du 5 Sahel. Voilà des actions concrètes. Je pense qu'il y a une volonté politique très forte de la part des deux États de mutualiser leurs efforts pour arriver à bout de ce fléau qu'est le terrorisme. Ce 18 janvier, c'est le président béninois Yahi Boni qui se rend à Ouagadougou, toujours dans un même élan de solidarité et de mutualisation des efforts.
Certainement des problèmes techniques qui seront résolus le temps de vous reproposer cet élément de soutien du président béninois Thomas Eboni Yahi et celui du Premier ministre malien dans nos prochaines éditions. On change de registre pour parler infrastructure. Ce matin, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a donné le top départ des travaux de sauvegarde et valorisation de la baie de Cocody. Un budget important, une dizaine de milliards de francs CFA pour un projet futuriste. L'ouvrage, construit par le groupe Marchi Kamed, à terme fera d'Abidjan une capitale moderne et modèle. Le compte-rendu de Michel Mambo. Carrefour de l'Indénié, spectacle de désolation en période pluvieuse. Que de péripéties pour résoudre l'épineux problème d'inondation dans la zone. Soutenu par le Royaume du Maroc, le gouvernement ivoirien prend de nouveau le pari. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan lance ce lundi le projet de sauvegarde et d'assainissement de la baie de Cocody. Cette cérémonie constitue l'expression du respect de deux grands engagements. En effet, il s'agit du respect de l'engagement du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens par la réalisation d'infrastructures d'envergure qui projettent la Côte d'Ivoire dans l'émergence à l'instar des grandes nations du monde. Mais il s'agit aussi du respect de l'engagement fraternel et ferme de Sa Majesté le roi du Maroc, que Dieu l'assiste, aux côtés de son frère, son Excellence le président Alassane Ouattara et de son peuple, pour appuyer et favoriser la réalisation des vastes chantiers du programme présidentiel ivoirien. Le projet de valorisation de la baie de Cocody constitue un nouveau modèle, un modèle pilote pour la coopération sud-sud et une étape cruciale dans l'histoire de la Côte d'Ivoire et du Maroc. Estimé à 137 milliards de francs CFA, le projet qui s'étend sur 4 ans devra à terme impacter considérablement le quotidien des Ivoiriens. Pour cette première phase qui va engloutir 11 milliards de francs CFA, juste 9 mois d'attente et le site présentera un bien meilleur visage. Le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody ambitionne d'apporter une solution définitive aux problèmes d'inondation au carrefour de l'Indénié et à la fluidité du trafic routier. Et comprendra des travaux d'infrastructures routières et d'ouvrages de franchissement, la réalisation d'ouvrages hydrauliques et portuaires, le dragage et l'aménagement de la baie de Cocody, y compris une marina, la réalisation d'un parc urbain. La cérémonie de lancement du dit projet a été précédée de la signature du contrat à maîtrise d'ouvrage entre la Côte d'Ivoire et le directoire du Marchi Kamed. Les deux parties bien décidées à permettre de nouveau aux Ivoiriens de chanter en chœur Abidjan, perle des lagunes. On en vient à l'actualité judiciaire marquée par cette déclaration du bureau des détenus de la crise post-électorale. Un bureau qui se félicite des actions du président de la République en leur faveur. Le point de Michel Digré. Si un seul prisonnier venait à être libéré, il est juste bon pour nous de nous en réjouir, car ce sont plusieurs vies qui sont sauvées. Des vies sauvées, retombées de la grâce présidentielle prise à la faveur de la nouvelle année 2016. Pour Dogbo Raphaël, porte-parole du bureau des ex-détenus de la crise post-électorale, il est bon de dire merci à celui qui a permis cette mise en liberté. Nous voudrions exprimer notre profonde gratitude au chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui, après avoir pris l'engagement solennel d'œuvrer au cours de son second mandat à la pleine réalisation de la réconciliation dans notre pays lors de son discours d'investiture le 3 novembre 2015 et au cours de sa déclaration du 5 décembre 2015, dès son retour de Paris, a décidé d'accorder, toujours au nom de la réconciliation nationale, la liberté aux détenus de la crise post-électorale par divers moyens. Grâce présidentielle, remise ou cassation de peine, mise en liberté provisoire à l'occasion de son traditionnel discours à la nation le 31 décembre 2015. Et notre devoir est de l'encourager à continuer de l'avant jusqu'à la libération du dernier prisonnier. Selon Dogbo Raphaël, certains détenus de la crise post-électorale seraient encore en prison. Il souhaite donc leur libération afin de consolider la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.
La Direction générale des impôts pour l'exercice 2015 a enregistré une moins-value de 13,7 milliards de francs CFA avec une performance de 99,2%. Les responsables semblent avoir identifié les raisons de ce déficit et ont conçu une stratégie pour corriger cette contre-performance en 2016 et réaliser une plus-value. L'éclairage de Noël Niagnon. Fiscalité intérieure, le taux de réalisation 2015 est de 99,2%. Le gap de 0,8% est évalué à 13,7 milliards de francs CFA. La Direction générale des impôts a décidé de corriger cet état de fait à travers deux réformes. La première, la déclaration unique. Un gain de temps, donc d'argent, pour les contribuables. Aujourd'hui, à travers le formulaire unique, tout a été ramené en une seule démarche unique, une seule formalité unique. Les entreprises n'ont plus à se déplacer plusieurs fois, venir plusieurs fois auprès des services fiscaux. Elles viendront désormais une seule fois, elles feront leur démarche administrative et paieront une seule fois. La seconde, la dématérialisation des actes fiscaux. C'est-à-dire qu'à partir de son bureau, le contribuable pourra faire sa déclaration fiscale et également payer ses impôts sans avoir à se déplacer. Par l'ordinateur, bien entendu, via une connexion Internet, le contribuable pourra accéder au site de la Direction générale des impôts, déclarer en temps réel et également procéder au paiement en temps réel. Nous envisageons réaliser cette réforme au plus tard fin premier trimestre 2016. Des solutions à la dimension des ambitions de la Côte d'Ivoire, être mieux positionnées dans le prochain classement Doing Business. En image, la passation de charges entre Kabaniale et Adama Koné. Kabaniale, ministre chargé de l'économie et des finances auprès du Premier ministre sortant, a donc passé le flambeau à Adama Koné. Le nouveau ministre, après avoir salué les efforts de son prédécesseur, a présenté ses projets pour le ministère en vue d'atteindre l'émergence. Avec un budget de 14 milliards de francs CFA et un peu plus, plusieurs défis attendent Adama Koné, notamment l'opérationnalisation du projet de lutte contre le blanchiment d'argent, le chantier de l'intégration régionale. Pour y arriver, il compte sur une bonne collaboration des agents du dit ministère. Autre passation de charges, celle qui a eu lieu aujourd'hui à la salle de conférence du cabinet du ministère de l'Éducation nationale. Donc, entre la ministre Kandia Kamisoko Kamara, ministre de l'Éducation nationale, et son homologue de l'enseignement technique, Paul Kofi Kofi. Kandia Kamara, c'est donc les dossiers de l'enseignement technique qu'elle dirigeait depuis novembre 2012 à Paul Kofi Kofi, ex-ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense. Paul Kofi Kofi prend les rênes de l'enseignement technique, un département qui dispose de 3 établissements publics et qui encadre 418 établissements privés. On reste en éducation pour parler maintenant de CREI, précisément dans le centre du pays. Plus de CREI dans l'enseignement au lycée classique 1 de Boaké. Le marqueur a pris sa place. Mais pourquoi ce changement? Quels en sont les avantages pour les enseignants et les élèves? Les éléments de réponse dans ce reportage de Léon Bro. Boaké, lycée classique 1, des marqueurs à la place de la CREI sur des tableaux en formica. Un changement depuis la rentrée des congés de Noël dans les 44 classes de l'établissement. Je vois très bien au tableau. Et puis, bon, c'est un coup de pouce vers l'émergence. Avec ce tableau, nous détachons de la poudre de craie, ici, voilà. Et puis également, pour l'effacer, c'est encore très simple, très pratique et ce n'est pas aussi salissant. L'entrée du marqueur et du tableau en formica au lycée classique 1, une première à Boaké pour répondre à la doléance des enseignants. Il s'agit de contourner la menace de la poudre de craie sur la santé, une menace bien connue de Serge. Je suis vraiment le plus heureux parce que l'année dernière, j'ai piqué une crise due à la poudre de craie. J'ai dû faire des radios au niveau donc des poumons. J'ai trouvé qu'il y avait des résidus solides à l'intérieur et qui ont même dégradé une bonne partie donc, des poumons. Nous avons donc proposé à la réunion de rentrée de cette année à M. le proviseur de remplacer la craie par des marqueurs. Tous les tableaux ont été remplacés. Le CNSI voudrait le remercier de façon particulière. Les 44 tableaux à marqueurs auront coûté 2 500 000 francs CFA, un financement tripartite COGES, personnel et établissement. C'est la première phase, les tableaux sont au milieu, il y a encore de l'espace qu'il faut combler. Nous allons nous y atteler.
Cette réalisation, certes une innovation, mais pas suffisante pour redonner à cet établissement son lustre d'unique lycée d'excellence de la région de Gbeke. Il faut entièrement réhabiliter le lycée classique 1 de Bouaké. Dans ce 20h également, un constat, circuler à 18h sous le pont Liberté à Adjamé, un véritable calvaire pour les usagers et les piétons. À cet endroit règne un véritable désordre causé par les minicars communément appelés Baka qui font de mauvaises manœuvres sous le pont et d'autres véhicules de transport en commun qui stationnent sur le trottoir, ce qui crée naturellement beaucoup d'embouteillages aux heures de pointe, une anarchie au détriment des piétons, un sujet de Massokone et Franck Audio. Le pont de Liberté, 220 logements dans la commune d'Adjamé. Difficile de se frayer un chemin aux heures de pointe, la raison des véhicules de transport en commun mal stationnés, des mauvaises manœuvres de minicars appelés communément Baka, une situation qui engendre un véritable désordre à cet endroit. On dit la liberté aux clients, quand on arrive, maintenant on voit l'embouteillage n'avance pas, on le fait descendre et puis on tourne. Et c'est donc très souvent que les passagers en provenance de Cocody n'arrivent finalement pas à destination. De quoi grincer des dents. Sous prétexte qu'il y a un embouteillage, on m'a déposé sur le pont. Il retourne alors qu'il nous s'est dit qu'on devait me déposer à Liberté. Et puis c'est du désordre là. Quand on vient comme ça, on est tous fatigués. On ne va pas aller descendre sur le pont pour marcher alors que c'est de l'argent on paye. 100 francs. Souvent on nous laisse avant le pont. Et de là on marche jusqu'à Tessako. C'est pas normal. Circulation difficile. On fait fi donc du code de la route au péril de la vie des passagers. C'est dangereux. Ça c'est vraiment la une fois qu'on arrive, quand ils viennent, ils ne veulent pas venir. C'est pour cela que nous tournons sur le pont. C'est dangereux pour nous. On doit pas se remettre les corps habillés. Écoutez, là, pour régler la situation. La circulation sur le pont Liberté d'Adjamé, 220 logements, une anarchie. Et chacun y va de son rodéo en attendant qu'une solution soit trouvée. En santé, ce probable ressurgissement d'Ebola. Une centaine de personnes sont en quarantaine en Sierra Leone à la suite du décès mardi dernier dans le pays d'une jeune femme qui a succombé à la fièvre hémorragique Ebola. 109 personnes susceptibles d'avoir été en contact avec le nouveau cas d'Ebola en Sierra Leone. Une étudiante décédée mardi dernier ont été placées en quarantaine. Des mesures de prévention mises en place par les autorités sierra-léonaises pour éviter la propagation du virus. La phase initiale de la réponse était d'assurer que ceux identifiés soient contactés et séparés du reste de la communauté. Donc, ces derniers jours, nous nous sommes concentrés là-dessus, assurer que tout contact soit évité. Toutefois, l'inquiétude continue d'habiter les populations qui s'interrogent sur la réapparition de ce nouveau cas d'Ebola. Nous nous posons beaucoup de questions sur comment cette femme a pu contracter le virus alors que le personnel médical était incapable de l'identifier quand elle a été amenée à l'hôpital. La famille est très déçue, mais on essaie de tenir le coup dans la zone de quarantaine avec le soutien d'autres partenaires, le gouvernement et toutes ces personnes généreuses qui nous entourent. Le gouvernement sierra-léonais est actuellement sur le terrain avec l'appui d'une équipe de différentes institutions internationales et nationales pour tenter de déterminer l'origine de l'infection et la chaîne de transmission du virus. Le nouveau cas d'Ebola a été confirmé dans le pays au lendemain de la déclaration de l'OMS de la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Pour terminer, je reviens sur ce communiqué de la présidence de la République. La République de Côte d'Ivoire a reçu d'Interpol Côte d'Ivoire un mandat d'arrêt international transmis par Interpol Burkina Faso à l'encontre de M. Guillaume Kigbafori Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. La présidence de la République de Côte d'Ivoire s'étonne que ce document, qui vise le président de la deuxième institution de la République de Côte d'Ivoire, a été émis au mépris des règles et des us et coutumes en la matière, au regard des liens séculaires d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux pays et nos deux peuples. La République de Côte d'Ivoire tient à réaffirmer sa ferme volonté de régler cette question par la voie diplomatique dans le respect des accords qui nous lient afin d'éviter tout différend entre nos deux États, fait à Abidjan le lundi 18 janvier 2016. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi à 21h. Retrouvez toute l'équipe de RTI Sport dans le lundi sport. Excellente soirée sur RTI 1.